cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Michel Odoul est avec nous aujourd'hui et ensemble nous allons évoquer la sphère ORL. Et il ne suffira pas de 2 heures pour évoquer toutes les pathologies de cette zone de notre corps. J'ai failli dire cœur. Tiens, notre cœur aussi, il y a des oreillettes dans le cœur. Oui, c'est vrai. Mais quoi de plus normal puisque le cou sépare la tête du tronc et d'une certaine manière on pourrait dire qu'il y a la tête pensante et le corps agissant. Mais ça, c'est mon interprétation. On verra ce qu'a à nous dire Michel Odoul dans un instant. Sur un autre plan, je tiens aussi à rappeler que c'est au niveau du cou que se trouve le chakra de la gorge, donc qu'on appelle aussi le chakra de la communication. Ce fameux 5e chakra qui nous joue souvent bien des tours. Donc, en tout cas, si vous avez du mal à vous exprimer, par exemple, il y a de fortes chances que votre gorge manifeste quelques petits symptômes. Et puis, on pourra peut-être parler aussi des rhumes et bien d'autres bobos qui nous embêtent quand même assez souvent. Donc si cette zone est touchée, eh bien venez nous rejoindre. Michel Odoul décodera les messages que votre corps vous envoie. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Je crois qu'on vous connaît bien, mais je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est ressorti en version augmentée récemment aux éditions toujours Albin Michel. Vous avez également écrit le lexique de 10 mois où tu as mal, et puis 10 mois, comment aller chaque jour de mieux en mieux. Mais il y a quand même beaucoup de livres, vous en avez écrit. Là, je suis en train de déménager et j'ai mis vos livres dans un carton, ça pèse déjà un certain poids. Et vous nous préparez pour peut-être avant la fin de l'année une bande dessinée qu'on attend aussi avec impatience. Bon, bref, la zone ORL, c'est une zone importante et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de symptômes dans toute cette zone. Oui, ORL, oto-rhino-laryngo, donc tout y est dit. Oto, c'est les oreilles. Laryngo, c'est le larynx, et rhino, c'est la sphère arrière du nez. On connaît ça à travers les rhinopharyngites, les rhinites, etc., etc. Nous sommes là très précisément avec la zone du corps qui est effectivement à la fois un vecteur d'expression et un vecteur d'expression de soi, et à la fois un vecteur d'assimilation et d'appropriation. Parce que la gorge, c'est bien sûr ce qui nous permet de parler, d'exprimer. Et quand on a des enrouements, on aura peut-être l'occasion d'en parler, etc. Ça vient parler de quelque chose de particulier. Mais ça, c'est par exemple intéressant de voir qu'à travers une angine, où on a des enrouements, par exemple, et de la difficulté à parler, ça fait mal, on a aussi du mal à avaler. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et vous l'évoquiez ça à travers notamment la physiologie particulière et la philosophie des chakras, à travers le fait que le chakra de l'expression, il faudra qu'on redéfinisse un peu plus précisément ce que c'est, parce que dans l'expression, dans cette notion de l'expression, il n'y a pas que le fait de dire ou d'exprimer ou de faire sortir, il y a aussi le fait d'accueillir, de recevoir ou de faire rentrer. C'est-à-dire que la communication, en fait, au monde, n'est pas que la communication unilatérale de soi vers le monde, mais c'est aussi la communication du monde vers soi. Que le monde nous envoie et qu'on arrive ou pas. Et la manière avec laquelle nous sommes capables de l'accueillir. Oui. Voilà. D'accord. C'est important, oui. Voilà. Et donc, dans tout ce que sont tous les symptômes, effectivement, de cette zone, angine, otite, rhume, toux, on peut même aller presque jusqu'à la bronchite, mais aussi d'une autre manière, pas uniquement à travers des organes d'expression, mais à travers la structure de la nuque. Il va y avoir tout ce qui est la capacité de l'individu à se mettre en lien avec le monde et à se l'autoriser et à se le permettre, parce que c'est aussi là qu'on trouvera un certain nombre d'interdits. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir mal à une partie de cette zone, tout simplement parce que on ne sait pas interpréter la place qu'on a dans le monde, ou on n'ose pas la prendre. On n'ose pas la prendre, voire même on s'interdit éventuellement l'expression ou le ressenti de quelque chose de particulier, quelles qu'en soient les raisons. Et là, on va souvent trouver des pistes qui sont des pistes assez intéressantes. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de la gorge, par exemple, les amygdales, c'est un organe lymphoïde. C'est absolument pas quelque chose qui est un point de détail, comme une appendice, comme on croyait à une époque, qu'on peut enlever comme ça à tort et à travers. Ce sont des organes lymphoïdes, donc constitutifs du système immunitaire et de la protection de l'individu.
Et donc, elle joue ce rôle à la fois de captation des poussières quand nous respirons, etc., mais elle joue un rôle dans la sécrétion aussi et les composantes du système immunitaire, et que ces organes aussi simples que les amygdales, lorsqu'elles s'enflamment et se mettent en tension, eh bien, ça peut nous parler de quelque chose qui est difficile, soit à exprimer, soit à entendre, parce qu'un petit canal qui descend de l'oreille, qui s'appelle la trompe de Sache, arrive et descend à hauteur des amygdales. Et que donc, derrière des problématiques de type des otites ou des amygdalites, des angines, ou etc., par exemple chez les enfants, sont des phases constitutives de la manière avec laquelle l'enfant étalonne ses repères au monde et sa capacité à s'exprimer ou pas. Donc il y a certainement beaucoup de choses à dire sur toute cette zone, et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous appeler, parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à entendre, du mal à dire, et grâce à Michel, tout d'un coup, il va être votre messager. Ce que nous dit le langage commun, ça je l'ai encore en travers. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, je le disais dans l'intro, le cou, c'est aussi ce qui relie la tête au corps. C'est pas rien. C'est quand même à la fois c'est très fragile le cou, en même temps c'est très solide. Enfin, c'est un carrefour majeur qui est le carrefour entre ce qui est le conceptuel, c'est-à-dire effectivement la tête, le cerveau, que ce soit le cerveau cortical, c'est-à-dire le cerveau conscient, réfléchi, volontaire, ou que ce soit le cerveau limbique, c'est-à-dire plus émotionnel, et les parties de nous-mêmes qui sont celles qui vont nous permettre de faire passer les choses dans le réel et de passer notamment à l'acte et à l'action, et à travers notamment, au-delà et en bas de la nuque, les épaules. Il faut savoir que les épaules sont reliées à la face avant de la gorge, au niveau du sternum, par deux petits os qui s'appellent la clavicule. Et clavicule, ça vient du latin clavicula, qui veut dire petite clé. C'est-à-dire que nous sommes là en présence de la zone qui est la clé même de l'expression de l'être. Et que lorsqu'il y a des tensions dans ces zones-là, bien entendu, ça veut dire que l'individu s'interdit la capacité à être ou à exprimer quelque chose de particulier, quitte à ce que l'expression ne soit pas simplement une question verbale, parce qu'on peut s'exprimer aussi par le geste et par le faire. Donc il y a beaucoup de choses à en dire. Je précise que le sujet de cette émission, c'est un auditeur qui m'avait demandé de parler de toute cette zone. Donc je vous signale, si vous avez envie qu'on parle d'une zone en particulier, n'hésitez pas. On sait que de temps en temps, ça peut être une bonne idée. Et je trouve que c'est vrai que c'est une zone dont on n'a finalement jamais tellement parlé avec vous, Michel Odoul. Parce que beaucoup des symptômes qui sont là sont des symptômes tellement classiques et apparemment bénins et tellement connus, alors qu'en fait ils ont des dimensions qui sont très cachées, que ça nous semble quelque chose de secondaire, alors que ça peut être extrêmement important ce qui se passe là. Oui, on va sans doute s'en rendre compte avec les témoignages qu'on attend sur Sud Radio. C'est Fabienne qui va certainement commencer avec nous dans un instant. 0826 300 300, on se retrouve. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous parlons de la zone ORL aujourd'hui. Justement, Michel Odoul, Bénédicte vient de vous poser une question très intéressante. Vous avez répondu pendant la pause, c'est bien dommage parce que je suis sûre que ça intéresserait beaucoup tous les parents qui nous écoutent. Pourquoi les petits, ils nous font des tas de petits trucs, de rhume, d'otite, etc. Alors je ne sais pas s'ils nous le font, je sais qu'ils se le font. C'est la phase de la toute petite enfance, c'est la phase où le petit être qui vient de naître constitue son identité et constitue son immunité. Lorsqu'il naît et qu'on coupe le cordon ombilical, il dépend de l'immunité qui lui a été transmise par sa mère, des anticorps de sa mère, puis ensuite des anticorps qui sont transmis par notamment l'allaitement, etc. C'est pour ça que les enfants qui sont allaités au sein en général, ont un système immunitaire qui est beaucoup plus structuré et puissant que ceux qui ne le sont pas, quelles que soient les raisons de cela. Et que ensuite, après cette constitution de l'immunité, ils commencent à développer la leur en rapport avec le monde extérieur. Et dans la phase de 1 à 3 ans ou 3-4 ans, ils commencent à étalonner leur rapport au monde extérieur parce qu'ils en prennent conscience et à identifier dans ce monde extérieur ce qui les intéresse ou ne les intéresse pas, etc. Ce dont ils ressentent le besoin de se protéger ou pas. Et ils construisent et fabriquent ça à travers des pathologies qui touchent certaines sphères d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont besoin même pour ça d'un peu de temps, ils vont aller jusqu'à choisir des maladies qui sont des maladies entre guillemets contagieuses qui vont leur permettre par l'isolement
de faire ce travail de constitution de leur identité propre et donc de leur immunité, parce qu'il faut savoir que même en médecine occidentale, la définition même du système immunitaire, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Bien sûr. C'est-à-dire cette capacité de différenciation qui fait que je suis, l'autre est autre chose. Et c'est pour ça que je jouais sur l'idée qu'ils nous font, et non, ils ne nous font pas, ils se font, parce qu'avec ça, ils construisent leur être. Et c'est vrai que toutes ces petites pathologies qui peuvent être inconfortables et qui peuvent être, à condition qu'elles soient suivies correctement et tout, il faut qu'ils les fassent, parce que c'est ça qui leur permet de se construire. Aujourd'hui, nous sommes dans des époques un peu de surrisque et de survigilance. Donc un enfant qui fait de la trottinette, faut qu'il ait un casque et des genouillères. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'il tombe d'une trottinette plutôt que d'un scooter. Plus tard d'un scooter ou d'un vélo. Oui, absolument. Fabienne, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, Fabienne. Oui. Fabienne. Parfait. Eh bien, moi je vous appelle parce que j'ai mal à la gorge depuis quelques jours. Oui. Depuis samedi. Donc, j'ai cherché ce qui s'était passé vendredi. C'est pas forcément la veille, Fabienne. C'est pas forcément la veille, d'accord. Et je disais à la personne qui m'a répondu là que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'angines. Oui. Donc, on mettait ça sur le compte de je faisais de la moto, donc voilà, il fallait mettre une écharpe, patati patata. Je sais pas si c'est vrai. Et je vous ai appelé il y a quelques temps parce que moi j'ai perdu l'odorat, je n'ai plus d'odorat. Et voilà, sinon quoi d'autre, j'ai eu beaucoup d'allergies. J'avais le nez qui coulait, les yeux qui pleuraient pendant des années, je prenais des antihistaminiques et tout ça s'est arrêté grâce à une magnétiseuse. Voilà. Et depuis, vous avez mal à la gorge? La gorge, depuis quoi? Et depuis que tout ça s'est arrêté, vous avez maintenant mal à la gorge? Ah non, mal à la gorge, c'est que depuis samedi. D'accord. Samedi, il s'est passé quelque chose de particulier? Vendredi soir, oui, il s'est passé quelque chose de particulier. J'avais perdu mon chat et j'ai retrouvé où il était. Donc du coup, pour le libérer, il a fallu casser une porte et tout. Et j'avais rencontré une personne une semaine plus tôt avec qui ça se passait très bien. Oui. Il est venu m'aider. Et là, quand on est revenu, il m'a dit non, mais c'est bon, je m'en vais, je t'appellerai demain. En fait, le lendemain, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait plus. Alors, je n'ai pas compris. Voilà, ça m'a fait. Ça vous est resté en travers? Ça m'est resté un peu en travers, exactement. Vous avez du mal à l'avaler, hein? Voilà. On va dire ça, oui. Bon, donc vous avez tout compris, non? Pour cette gorge-là, oui, je pense. Parce que vous en avez plusieurs? De gorge. Pour ce problème-là, oui. Mais il y a peut-être d'autres choses qui traînent. Hein. Il y a peut-être oui, mais vous savez, mais je crois que on va pas faire de voyance ou de choses de ce style-là, etc. Mais je pense que dans le vécu qui est le vôtre et que vous décrivez, il y a quand même un message symbolique qui est particulièrement puissant. Oui. Je vous écoute, un message. C'est l'événement qui s'est passé. C'est-à-dire que est-ce que vous voyez que finalement tout s'est déclenché à partir du moment où vous avez essayé de libérer un animal qui était prisonnier? Oui. Est-ce que vous voulez que je décode un peu plus précisément? Oui, allez-y, je vous écoute. Faut-il s'interroger sur le fait que vous ayez besoin de libérer une certaine animalité? Et que c'est ça qui ait fait peur à un chat de gouttière de passage? Je n'avais pas fait le parallèle. Un chat de gouttière de passage. Oui, non, c'était en référence à La Ferme du Boulanger, qui est un film culte. Je ne connais pas. D'accord. Le chat de gouttière qui passait, c'est cet homme qui c'est l'amant de passage. Vous voyez? Vous aviez compris, oui. D'accord. Oui, alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris alors? J'ai l'histoire de l'animosité là. Pas l'animosité, l'animalité. L'animalité, pardon, l'animalité. Je pense, je me libère plutôt bien de ce côté-là. Justement. Qu'est-ce qui lui a fait peur?
Ah, ça, faudra lui demander. Je ne sais pas. Ben non, mais moi, je vous demande de votre point de vue. De mon point de vue, qu'est-ce qui lui a fait peur Alors moi, je pense que ce qui lui a fait peur, c'est du fait de casser quelque chose qui n'était pas chez moi. Même si c'était un hangar désaffecté, on a appelé la police pour qu'ils viennent ouvrir, mais ils n'ont pas voulu venir. C'est parce qu'il a découvert quelqu'un de transgressif ? Peut-être. Non mais Fabienne, voyez bien que quand même, enfin franchement, votre chien, c'est la votre chat, c'est la prunelle de vos yeux quand même. Ah mais je ne serais pas partie sur mon chat. Bon, et un homme normal qui tient à vous, etc. Il libère votre chat sans se poser de questions. Exactement, c'est pour ça que je me suis dit, il a bien fait de partir. Ben voilà, on est bien d'accord. Je crois que si vous voulez ne plus avoir mal à la gorge, vous allez prendre un morceau de bois, vous allez mettre une feuille de papier avec le nom de cette personne et vous allez cogner dessus en criant. Ça va vous permettre de libérer la colère qui est retenue. Mais oui, je vais faire ça. Mais oui, mais vous allez voir, ça va vous faire du bien. Un morceau de bois entre les dents. Mais franchement, Fabienne, il vous mérite pas et c'est bien. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre ces histoires. Non, mais qu'il aille. Et moi, je vais vous le dire. Moi, c'est quelqu'un qui est manifestement quelqu'un d'insécure à qui vous avez fait peur parce que vous avez fait preuve d'une liberté totale pour aller jusqu'à libérer ce qui était l'animal vivant, qui était quelque chose d'important pour vous et qui parlait de votre animalité. Et donc il s'est dit, lui, quelque part, même si ça n'était pas conscient, une femme comme ça, c'est ingérable. Peut-être. C'est possible. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fallu que vous insistiez? J'ai toujours mal à la gorge. Mais parce que vous n'aviez pas compris, et c'est pour ça que Michel vous donne le mode d'emploi pour que vous n'ayez plus mal à la gorge. Si vous comprenez ce qui s'est joué dans ce vendredi, vous allez libérer votre. Parce que une fois qu'on a compris. Je l'ai compris. Parce que Fabienne, une fois qu'on a compris le symptôme, il a plus de raison d'être, le symptôme. Voilà. Vous comprenez? Donc, bien sûr, mais après j'ai d'autres choses que je n'ai pas réussi à avaler, donc j'en rajoute toujours. Des histoires de retraite que j'ai du mal à avaler. Mais non, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que ça rentre complètement dans ce que je viens de vous dire par rapport à ce qui lui a fait peur. Vous êtes quelqu'un qui ne doit pas être simple, entre guillemets, à gérer. Quand je dis ça, c'est pas une critique. Vous avez une personnalité qui est tellement prégnante et qui voudrait pouvoir tout tenir et maîtriser, que vous pouvez effectivement faire peur à quelqu'un ou que vous pouvez retenir tellement la colère chez vous que... Ben voilà, mais non, mais c'est ça qu'il faut que vous libériez. Que je libère ma colère. Oui, et il faut que vous vous détendiez par rapport aux choses. Il y a un certain nombre de choses qui ne se passeront pas comme vous voulez. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je travaille là-dessus depuis des années. Ouais. Il faut travailler un petit peu mieux, Fabienne. Encore. Mais allez cogner sur un morceau de bois. Oui, pour l'instant, j'ai une cliente, je ne vais pas lui taper dessus. Non, bien sûr que non, mais dès que vous avez 5 minutes. Bien sûr, je vais le faire. Non mais Fabienne, ce qui est vraiment important, et je vous le dis parce que ça intéressera tous ceux qui nous écoutent, on a le droit d'être en colère et il faut libérer cette colère. Simplement, il ne faut pas la libérer en effet sur la première personne qu'on rencontre. Mais non, je ne suis pas comme ça. Mais sinon, ça reste en travers de la gorge. Mais il faut quand même la libérer, la colère. Alors après, il y a des tas de manières de libérer sa colère. Mais il ne faut pas se dire c'est pas bien d'être en colère, je me calme. Est-ce que l'injustice n'aurait pas quelque chose à voir là-dedans? Parce que moi, j'ai beaucoup cette valeur injustice qui me... C'est votre blessure d'enfance. Évidemment que ça va avec. Oui, bien sûr, vous êtes en colère. L'énergie du foie et de la vésicule biliaire qui sont à la base de la colère sont les énergies de la justice et de l'injustice. Oui. C'est aussi les énergies de la culpabilité. Donc mettez tout ça dans un shaker, vous comprendrez pourquoi vous avez mal à la gorge. Ouais, j'ai travaillé là-dessus la semaine dernière et... Ma valeur bafouée, injustice, on est en plein dedans. Peut-être faut-il maintenant. Mais peut-être faut-il maintenant arrêter de travailler dessus et cracher le morceau réellement. Ah, je vais cracher le morceau, ça c'est bien. Ça me plaît. Bon. Je vais cracher le morceau. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, Fabienne. Merci en tout cas de votre appel. Et puis on continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On continue avec Michel Odoul et on vous écoute et on avale avec beaucoup de plaisir vos propos, Michel Odoul, ce qui fait que c'est fluide au niveau de la gorge. N'est-ce pas, Sonia? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. J'ose intervenir. Je vous écoute souvent, mais c'est la première fois en fait que j'interviens. Eh ben merci. Ça me touche toujours quand c'est la première fois parce que je me dis enfin quelqu'un qui ose nous appeler et tant mieux. Voilà. Vous avez bien fait. Merci. Et en tout cas, voilà. Bon, pour résumer, on va dire que moi les problèmes ORL, c'est toute ma vie ou presque. Et au cours de ma vie, ça a évolué. Ça a commencé petite par des angines, plutôt à l'âge, en grandissant, angine, otite, on y va, tant qu'à faire, enfin toute la sphère ORL. Et puis après, maintenant j'ai des bronchites chroniques, asthmatiformes, enfin bref. Voilà, des choses qui, avec le temps, se sont installées. Alors, il y a la pollution, etc., les allergies, voilà. Oui. Je me soigne quand même. Et bon, je me suis tournée quand même pas mal vers les médecines douces, mais bon, je me doute qu'il y a un fond, on va dire, un peu psychosomatique mon histoire. Ce qui est intéressant, c'est que chez vous, au départ, c'est des petites angines, si je puis dire, mais ça prend de l'importance. Donc, ce serait intéressant, en effet, d'essayer d'intégrer ce qui se passe en vous pour justement que ça diminue plutôt que ça n'augmente. Oui, et puis dans les étapes, on va dire, qui ont été crescendo, il y a eu la disparition de proches, et voilà, à chaque fois, hop, un cran au-dessus. Donc voilà, j'en suis maintenant à... Ce n'est pas que la sphère ORL, c'est aussi les bronches, voilà. Donc après j'ai eu ma mère qui est décédée, donc là ça a été un gros choc, c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes bronchiques. J'ai eu le décès de mon père qui lui est décédé d'un cancer de la gorge, donc je pense qu'il y a aussi une résonance là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai été enceinte, c'était à l'époque où il y avait la super pollution, on voyait plus la tour Eiffel pour la première fois, elle était cachée par un nuage blanc. Et là, la nuit, je me réveillais en sursaut avec les hormones et tout qui étaient en ébullition. Et tout se coupait, c'est-à-dire j'avais plus à respirer. Je me retrouvais jusqu'à 3-4 heures du matin à attendre que ça passe et que je puisse respirer normalement. Donc derrière, on voyait que ça révélait quand même des angoisses, quelque chose de plus, on va dire, prégnant et plus important que le côté médical et, on va dire, biologique, quoi. Alors, au-delà de la question des allergènes, on va dire, ou des facteurs déclenchants ou aggravants, comme la pollution, etc., si on veut aller effectivement vers la dimension causale, il va y avoir des questions, comment on va dire ça, directes à vous poser. La première que j'aurais envie de vous poser, il y en a deux, mais la première que j'aurais envie de vous poser, c'est quel est votre rêve ? Oui. Oui. En tout cas, c'est pas comme beaucoup de gens, je pense que c'est pas forcément ce qu'on vit au quotidien, donc ça c'est clair. Qu'est-ce qui vous empêche de le suivre ? Même si vous ne l'atteignez pas, mais au moins de prendre cette direction. Oui, je fais ce travail à l'heure actuelle en me disant, voilà, je me mets des objectifs, c'est-à-dire que je planifie sans m'emballer. Attendez, Sonia, c'est intéressant parce que vous n'osez pas nous dire quel est votre rêve, comme si c'était interdit de le dire. Vous voyez ce que ce serait quoi votre rêve ? À la radio, je sais pas. Osez le dire, ça ne peut que faire du bien. Déjà, moi, je travaille dans l'administratif. À la base, j'étais dans l'artistique. Oui. Et je pense que mon rêve, c'est plus d'être vers la création et pas la production dans un sens. Bon. J'ai déjà des écrits, des choses que j'ai faites dans un temps précédent, on va dire, en plus ancien. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses, voilà. Et puis aussi aider les autres, tout ce qui est médecine douce, tout ça, accompagner les autres, ça a toujours été quelque chose qui m'a imprégné. C'est bien de vouloir aider les autres, mais aidez-vous d'abord un peu avant. Oui. D'accord. Vous êtes le schéma type
de ce qu'on appelle la vie par procuration et la manière avec laquelle on met ses propres rêves et ses propres attentes sous le boisseau. La signature même de ça, c'est l'aggravation des symptômes quand les deux référents fondamentaux, le père et la mère, sont disparus. Vous étiez dans une résonance avec eux dans lesquelles vous pensiez que vos envies, vos choix de vie n'étant pas raisonnables, vous avez fait des choix de conformité, des choix qui répondaient aux attentes des autres, mais certainement pas aux vôtres. Et petit à petit, votre espace de vie s'est restreint. Et maintenant, vous en êtes au stade où ce sont les bronches qui se resserrent. C'est-à-dire le champ respiratoire est directement représentatif de ce qu'est notre champ de vie, notre espace vital. Et vous n'avez pas à minimiser les attentes ou etc. Faites attention aux faux rêves et aux constructions de nuages un peu fumeux qui sont une espèce d'idéalisation, qui se donnent un espèce de rôle magnifique ou etc. Laissez-vous plutôt vivre effectivement peut-être le fait que, vous devez accepter totalement les choix de conformité que vous avez faits parce qu'ils ont répondu à un besoin ou à quelque chose, et vous avez fait ce que vous aviez à faire. Si je voulais même être brutal et caricatural, vous avez été c'est pas vous, ça, Michel. Voilà. Vous avez été une bonne fille, mais maintenant ça suffit. Maintenant, il est temps que vous passiez à autre chose, que vous vous posiez véritablement la question de ce que vous aimeriez faire de ce chemin de vie qui reste, et vers lequel, pour pouvoir le faire, il va falloir que vous réouvriez des portes, que vous remettiez un espace de respiration dans votre vie, que vous vous débarrassiez, pas obligatoirement instantanément, mais aussi loin et aussi profondément que possible, de tous les murs, les interdits et les portes que vous vous étiez construits, quelles que soient les raisons de cela. Parce que ce qui est important, vous voyez, Sonia, c'est de savoir vers quoi on aspire à aller, et puis tout doucement d'agir en ce sens. Tant qu'on dit c'est un rêve, et puis de toute façon ça peut pas être comme ça, on est bloqué. Oui. Et la difficulté que vous avez eue à nous parler de votre rêve montre bien que il y a quelque chose qui, comme si la porte était fermée et que vous n'aviez pas la clé. Mais la clé, on peut toujours l'avoir, et puis après, on met le temps qu'il faut pour avancer sur son chemin. Il ne faut pas la chercher dehors, la clé. Hein. Vous voyez, non, mais en fait, j'ai des moments où je stagne, mais très longtemps. Et puis après, j'ai des petits moments, des sursauts où j'entame des choses. Par exemple, l'année dernière, l'été dernier, j'ai enclenché des choses, mais après, on est pris un peu par la vie, etc. Et du coup, on est dans notre course, quotidienne. Après, on a des responsabilités en tant que parent, qui fait que, des fois, mais Sonia, on n'avance pas aussi au rythme où on voudrait. On est d'accord, il y a toujours des obstacles qui se présentent devant nous, mais il faut faire attention de pas trop écouter son saboteur. C'est le thème qu'on va aborder demain, mais je me suis ma propre saboteuse, je suis consciente, en fait, mais le truc, c'est d'arriver à passer le cap de tout ça. Je pense que là, je suis en train de digérer tout ça et d'avancer, mais à pas de fourmi, C'est ça le... C'est pas grave. Si au moins vous avancez, même si vous faites des tout petits pas, c'est déjà ça. En tout cas, j'ai pris conscience que il faut que je me débarrasse, on va dire, peut-être de tout ce qui est environnement plutôt. Faut que je me débarrasse de certains éléments du passé, vivants ou autres, on va dire. Et pour pouvoir avancer, Et qu'est-ce qui vous rend si triste de devoir vous débarrasser de ça? Pas triste, mais quand on est parent, on a des responsabilités, donc on attend. J'attends, je patiente, mais j'avance. Du coup, j'ai ralenti le rythme. Ça veut dire que j'ai renoncé, mais du coup, j'ai ralenti pour pouvoir accompagner, on va dire. Et accompagner quelqu'un, et après... accompagner quelqu'un, c'est-à-dire un enfant ? Oui. Voilà. Mais dites-vous bien que la meilleure façon avec laquelle vous allez accompagner un enfant, c'est en lui montrant qu'on peut se donner le droit de vivre ses rêves. J'y pense, j'ai ces réflexions-là, mais ça dure quelques minutes ou quelques heures, et puis après... Oui, je pense qu'il y a des peurs aussi de lâcher. Absolument, il y a quelque chose qui vous empêche, et on le voit bien. Je suis comme paralysée, par moment. On sent que c'est une peur c'est pas une bonne peur, la peur du danger, et puis on se préserve, c'est une chose. Mais c'est une peur paralysante où là, je suis consciente de ça. Mais qu'est-ce que vous risquez si vous réussissez à aller vers votre rêve ? Parce que, si vous voulez, le vécu qui est le vôtre aujourd'hui, on le retrouve, parce qu'on parlait de corps et on parlait de symptômes, on le retrouve dans le symptôme, qui est un symptôme
d'engluage et d'étouffement. La peur, ça génère des apnées. Donc on étouffe, mais on étouffe dans quoi ? Je ne respire plus, quoi. Mais on étouffe dans quoi ? On étouffe dans les propres limites qui sont les siennes, dans celles qu'on se pose. Et ça ne veut pas dire qu'il faille passer d'un extrême à l'autre. C'est comme quand vous avez quelqu'un de perfectionniste à qui vous dites « mais non, mais fais un peu moins », la personne, elle entend, ne fait plus rien. C'est pas du tout de ça dont il s'agit, mais qu'effectivement, même si c'est par des pas de fourmis, comme vous dites, dans des textes fondateurs de notre culture, on dit « à chaque jour suffit sa peine ». Oui, eh bien, mais ne perdez jamais cet horizon de vue. Parce que quand on se refixe un horizon, on redresse la tête. Quand on redresse la tête, le haut des épaules se redresse. Quand le haut des épaules se redresse, les bronches se réouvrent. Et l'ensemble du système respiratoire peut commencer à reprendre de son amplitude. Or, le système respiratoire, si je puis me permettre de vous rappeler ça, fonctionne à travers deux moments. Un, où il y a de l'air qui rentre à l'intérieur de soi. Et deux, un moment où il y a de l'air qui sort de soi. Comment est-ce qu'on appelle le moment où l'air rentre en soi ? L'inspiration. Bravo. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et comment on appelle le moment où l'air sort de soi ? L'expiration. Pour que l'inspiration puisse se faire, il faut qu'on accepte de mourir à soi pour pouvoir laisser de la place à quelque chose d'autre. C'est un process de vie. Et c'est celui-là qui est un petit peu castré. Et puis d'autant que, si j'ai bien compris, vos parents sont partis. Donc, c'est à vous de prendre votre vie en main. Hein. Ah oui. Et ça, j'ai bien compris. Vous n'avez plus de lien de loyauté vis-à-vis d'eux, hein, ça y est, c'est bon. Oui. Bah ça, je pense que je l'ai quand même passé ce cap-là. Après, c'est plus, je pense, mon rôle en tant que parent. Aujourd'hui. Oui, je pense. Justement, j'en ai retrouvé un autre. Mais oui, mais votre rôle en tant que parent, si c'est la projection du rôle de vos parents, voyez, c'est que ça veut dire que vous êtes toujours dans le même schéma. Vous comprenez ? Oui. Vous avez le droit d'être un parent différent de ce qu'ont été vos parents. À nouveau, dans ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, ce qui éduque un enfant, c'est pas ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui montre. Exactement. C'est l'exemple qu'on lui montre, c'est l'exemplarité qui éduque, qui construit un enfant. C'est pas des dictates ou des règles, ou etc. Exactement. J'y pense, pas plus tard que ce matin, j'y réfléchissais de nouveau. Mais agissez, réfléchir, vous marquez ça sur une feuille de papier, vous mettez cette feuille de papier dans votre sac à main, vous mettez des petits symboles sur un post-it qui vous rappellent ça, pour qu'à chaque instant, de façon réflexe, vous rééduquiez un rapport à ça. Oui, parce que on sent comment vous êtes emprisonné dans ce. Ah oui, je suis englué, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment le truc englué et je sais pas comment me dépêtrer du pétrin. Il faut déconnecter enfin, je veux dire, il faut changer les connexions dans votre cerveau. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué. C'est facile à dire, mais c'est un réflexe qui s'éduque. Exactement. Vous voyez, il faut sans cesse qu'il y ait un rappel à soi pour que vous puissiez changer les connexions. Vous savez, je donne souvent aux gens que je forme dans mon institut des images qui leur permettent de répondre à des questions de ce style-là auprès de leurs patients. Et là, dans des cas comme celui-ci, je donne souvent comme image le fait que, vous savez, il arrive parfois le matin, on se réveille, le radio-réveil marche, et il y a une rengaine qui passe à la radio. Et une espèce de chanson qui nous passe dans la tête et on a de là toute la matinée, ça nous énerve, on essaye d'empêcher ça, donc on arrive à l'empêcher tant qu'on y pense, puis dès qu'on relâche, hop, c'est cette vieille rengaine qui revient. La scie, comme on dit. Il n'y a qu'une façon de sortir de ça. C'est pas de s'opposer à la rengaine, c'est de chanter autre chose et de préférence quelque chose qui nous plaît. Il faut en mettre et très vite, ça remplace. Exactement. D'accord, Sonia ? Oui, j'utilise beaucoup la musique pour un peu me booster en énergie positive et essayer un peu de retourner ou régler. Il y a des chansons. Ah oui, j'en ai plein. Pour aller au bout des rêves, il y a des chansons quand même qui sont assez fabuleuses. Qui donnent le peps. Voilà. On a tous notre playlist pour un peu se booster quand il y a des matins où on est un petit peu, là, comme c'était un peu nuageux, pluvieux, etc. On se met un petit peu de lumière, on se met un peu de musique et voilà. Et c'est parti. Ça permet de... Voilà. Merci Sonia en tout cas. Merci d'avoir osé nous appeler. Je vous en prie.
Merci à vous. Merci. Patrick est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Michel Odoul. Sonia nous a parlé de ses rêves. Moi, je vais vous poser la question. Quel serait votre fantasme, Patrick ? Alors, j'en ai pas mal, mais on va dire celui de susciter un désir incroyable aux femmes que je désire moi-même. Toutes autant que ça ? Pas toutes, mais celles qui m'intéressent potentiellement, oui. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est ce que j'entends. Oui, il me semble qu'il y en a beaucoup. Très bien. C'est un fantasme, moi, ceci dit. Bien sûr, mais c'est un fantasme qu'on peut tout à fait comprendre, Patrick. Ça ne me paraît pas très surprenant. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà eu une panne d'érection, d'abord ? Oui. Forcément, bien sûr, c'est normal. Quelle a été votre réaction, panique ou humour ? Plutôt humour, non pas panique, plutôt humour. Écoutez, ça va, tout se passe bien donc. C'était surtout le fait que j'avais jamais été confronté avant, donc et dire ça y est, j'y ai droit aussi. Ça y est. Ils ont parlé en disant c'est bizarre quand même. Je ne suis plus un surhomme, ça m'arrive aussi. Écoutez. Non, je ne pas là-dessus, mais c'est que ça n'avait jamais été un sujet, donc pour moi ça allait toujours être le cas de jamais être un sujet. Et dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, justement, puisque vous en avez parlé des femmes ? Ça dépend de quel côté je la vois. Je vais vous dire un truc qui va faire bateau. Mais en fait, la chose qui m'accroche le plus, vraiment, ça va être le sourire. Et vous croyez qu'on va vous croire ? Non, mais je plaisante, plaisante. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent, en effet, et qui attirent mon regard. Mais celui qui va retenir vraiment l'attention, ça va être le sourire. Vous avez raison, si elle a un joli sourire, c'est pas une emmerdeuse. Ça vaut le coup de faire un abordage. C'est avenant. Allez, vous pouvez poser une question à Michel Odoul, il vous écoute, Patrick. Bonjour Michel. Donc bonjour. Moi c'est par rapport à de l'émission sur les problèmes ORL. En fait, j'ai eu j'ai des allergies aux acariens, il y a certains pollens, et ce qui fait qu'en cette période de l'année, régulièrement, je suis le nez pris, j'éternue, et c'est chronique en fait. D'année en année, ça revient. Donc chez moi, j'ai fait en sorte de ne pas être trop embêté par les acariens, mais le pollen, on ne peut pas y échapper. Et donc voilà, quelle signification vous y verriez, quel lien sur... on va prendre le temps d'une petite pause, parce qu'à mon avis, la réponse va intéresser beaucoup de monde et être un petit peu plus longue que... donc, vous restez avec nous, Patrick, et Michel Odoul vous répond dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Michel Odoul est avec nous et on parle aujourd'hui de la zone ORL. Je crois qu'on est tous concernés. De toute façon, qui n'a jamais eu quelque chose c'est clair. On est bien d'accord. Alors, Patrick, vous avez posé la question à Michel Odoul sur le pollen, les acariens, etc. Et on écoute la réponse de Michel Odoul. Vous pouvez évidemment toujours intervenir. Patrick, vous êtes encore à l'antenne, évidemment. Alors, vous savez, la question des allergies, c'est une question qui est assez générique et malheureusement, c'est une manifestation, une pathologie qui se développe de plus en plus dans nos mondes actuels, à la fois parce que des allergènes particuliers se développent, mais aussi par rapport au mode de vie et au contexte de vie qui sont les nôtres. Qu'est-ce que c'est une allergie ? Une allergie, c'est une surréaction de notre système immunitaire par rapport à des agresseurs ou des pseudo-agresseurs qui en fait n'en sont pas, mais que notre système immunitaire identifie comme tel et génère donc une réaction de rejet. Notre système immunitaire réagit donc au pollen, mais il réagit aux acariens, il réagit au poil du chat, il va réagir à la fraise, il va réagir au... Moi, ça réagit au conche, je sais pas pourquoi. Aux fruits de mer, oui. Alors ça, par contre, c'est sain. Me voilà rassuré. Ça, c'est pas un des paramétrages du système immunitaire, mais sinon, on a une réaction qui est donc une réaction excessive du système immunitaire. Or, le système immunitaire, ça sert à quoi ? Ça sert à se protéger, à se défendre par rapport au monde extérieur. Et donc, si je voulais être provoquant et trivial, les allergiques sont, entre guillemets, des faux cools. C'est-à-dire des personnes qui sont dans une hypervigilance au monde extérieur, qui ont peur de ne pas le maîtriser ou qu'il leur échappe.
et qui sont confrontés au fait que chaque fois que quelque chose arrive ou se manifeste ou vient vers eux, ils mettent en place comme premier mode réactionnel un mode de protection ou de défense avant de pouvoir aller plus loin. On trouve les réactions allergiques les plus fortes, justement, j'évoquais tout à l'heure des perfectionnistes, chez des gens qui sont très en tension sur ces dimensions-là et sur ce besoin de maîtrise du monde. Après, les différents types d'allergènes... C'est drôle parce que ce que vous dites en vous écoutant et en me souvenant que Patrick nous a parlé de son fantasme, je trouve qu'il y a un petit lien comme ça qu'on pourrait faire assez facilement. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Patrick Je suis surtout d'accord avec la première partie sur le fait d'être un petit peu un fou cool et en défense un peu en première approche sur le monde. Mais en quoi vous n'êtes pas d'accord avec la deuxième partie ? Sur la deuxième partie, sur le côté perfectionniste, là franchement, je ne me reconnais pas dedans. mais c'est juste la deuxième partie sur potentiellement que les perfectionnistes étaient encore peut-être plus sensibles, comme vous le dites. Mais c'est vrai que sur la notion de faux cool, peut-être parce qu'il y a une tendance à être en contrôle et en retrait par rapport au monde, de temps en temps, oui, un réflexe. Ça, c'est la caractéristique du perfectionniste, d'être en contrôle du monde. Il ne faut pas confondre perfectionniste et maniaque. Ah, d'accord. Bon. Ce sont deux choses différentes. Le perfectionniste, il veut que toutes les choses soient tenues, maîtrisées et correctement et rentrent dans les cases prévues à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de se rassurer et qui est un besoin absolu de reconnaissance à travers la quête, entre guillemets, plus ou moins consciente de la perfection. Je veux être à la hauteur. D'accord, ça j'entends. De la dernière phrase. Et là-dessus, il y a besoin de laisser un petit peu de relâchement et de détente. Prenez le risque de vous faire contaminer, c'est pas très grave. Il faut être un peu un peu plus cool, tout simplement. Il faut être un peu plus cool et il faut accueillir l'autre et il faut accueillir le risque, il faut accueillir l'étrange et l'étranger et ce qui nous est extérieur. Et pour revenir à votre fantasme, faut accueillir éventuellement le fait que vous allez sourire à une femme qui vous a souri ou qui avait un joli sourire, et puis peut-être qu'elle va vous envoyer paître, mais qu'importe. Je vois. Et que la reconnaissance de soi, elle n'est pas obligatoirement dans la pulsion de possession et de jouissance. Elle est aussi... vous pouvez avoir une reconnaissance beaucoup plus grande dans un simple sourire, un regard. Vous disiez que c'était le sourire qui était important. Je pense que oui, parce que le sourire et notamment le sourire des yeux, entre autres, mais c'est ce qui parle de la vérité du cœur. On n'est pas là dans la pulsion de l'instant et la satisfaction d'une jouissance momentanée. On est dans quelque chose qui touche plus même à l'âme, plus qu'au cœur. Et je pense que c'est ce besoin-là, c'est ce besoin de reconnaissance. Et après, j'irai au bout de ça, quitte à ce que vous soyez pas d'accord, etc. Mais je pense qu'il y a encore quelqu'un à qui vous pensez que vous avez besoin de prouver quelque chose. Non, justement, je pensais que ça c'était... c'est assez réglé, donc... Qu'est-ce qui est assez réglé ? En tout cas, des personnes à qui j'aurais voulu prouver ou démontrer des choses, c'était à mes parents, et ça a été fait, qui partageaient, et j'en étais assez émancipé. Donc aujourd'hui, j'ai pas en tête d'avoir encore ça à démontrer à un tiers, en fait. Mais vous avez quand même utilisé le conditionnel au lieu du passé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est terrible, Michel Oudouhl, parce qu'on interprète tout ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Franchement, il n'y a plus personne qui va oser nous appeler. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Vous savez ce que c'est l'allergie au pollen ? Non. Qu'est-ce que c'est le pollen ? C'est ce qui permet la reproduction des plantes. Voilà. Ah ben voilà, on y est. Et donc c'est le besoin de se protéger par peur de laisser des germes de vie pénétrer en soi ? Grand silence. Oui, ça... Oui. Autant il y a des choses que j'ai bien réécoutées là quand je vais être en podcast sur ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a des endroits qu'il faut que je gratte un peu plus, et en partie sur la partie peut-être perfectionniste. Ça gratte quand on a une allergie, c'est normal, Patrick. mais sur laisser entrer la vie ou pas croisez ça avec le besoin de prouver encore quelque chose à quelqu'un, même si ça n'est pas vraiment très conscient.
Et demandez-vous la peur éventuelle et le besoin de maîtriser absolument les choses que vous faites par peur de l'échec. D'accord, moi je vais regarder cet aspect-là, parce qu'en tout cas, celui-là, il développe des choses bien plus concrètes que le premier, donc on va y aller par étapes à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais attendez, c'est tout un chemin, et dites-vous bien que vous n'êtes pas... Vous savez, ce n'est pas par hasard si dans des époques, des cultures et des contextes sociétaux de conformité, les allergies explosent. Parce que justement, tout ce qui est la capacité à laisser germer de la vie dans sa spécificité chez chacun et de façon différente est quelque chose qui est mis sous le boisseau et qui est complètement occulté ou interdit. Parce qu'il faut rentrer dans de la correspondance, parce qu'il faut rentrer dans de la norme, parce qu'il faut donc se mettre en conformité avec ce que papa, entre guillemets, c'est-à-dire la représentation de l'autorité, attend de nous. D'accord. Libérez-vous, en fait, en 2 mots, hein, Patrick. Libérez-vous et tout ira mieux. Mais je pense que vous êtes... d'abord, vous avez de l'humour, ce qui est quand même pour moi, la meilleure défense de tout être. Avoir un peu d'humour, on s'en sort toujours bien. Et je pense que vous allez tout à fait... ça va aller beaucoup mieux dans les temps qui viennent. Merci Patrick, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause. Jean-Marc, on l'a fait un petit peu patienter, mais c'est pas grave parce que je crois que ça concerne beaucoup de gens, ces questions de pollen et d'allergie. Une petite devinette, comment faire du rodéo quand on fait l'amour à sa femme, Michel Odoul. Vous aurez le temps des infos pour trouver une petite réponse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer la zone ORL avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur de notamment 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. On va donner la parole à Jean-Marc qui patiente. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Comment faire du rodéo quand on fait l'amour à sa femme ? Je sais pas, à chaque fois vous me coincez, je peux pas. Eh ben, c'est simple, vous prenez votre femme en levrette et vous lui glissez à l'oreille qu'elle a le même parfum que votre secrétaire et vous essayez de rester sur elle. Et bon courage. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de prendre mon appel en tout cas. Je vous en prie. Je faisais beaucoup écouter, beaucoup lu, mais là j'avoue que j'ai un problème qui devient un petit peu embêtant. J'avais un petit bouton que je pensais à peu près au niveau des glandes salivaires, que je pensais externe il y a une dizaine d'années, et puis ça a passé. Puis il y a 2 ans, il s'est un petit peu réveillé, même beaucoup, et puis il s'est infecté, et il a fallu passer aux antibiotiques. Et puis finalement, un médecin ORL a fait l'ablation de cette petite glande. Et puis depuis, malheureusement, alors la douleur est revenue au même endroit, la douleur. Et puis il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé avec un mal d'épaule, mais avec tout ce que j'ai appris de Michel Odoul, je me suis dit que c'était sûrement lié, le mal d'épaule. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure à 14h, je précise, pour ceux qui étaient peut-être pas à l'écoute, que c'était relié aux épaules. Oui, il y avait un lien, oui. Et puis la douleur, cette fois-ci, se diffuse aussi sur le côté. Alors le bouton était côté gauche, et la douleur se diffuse aussi maintenant côté droit. Et quand vous avez tout à l'heure parlé à 14h de la clavicule, depuis le début de ma vie, j'en suis à 4 fractures de clavicule. Donc je ne sais pas si tout ça a un lien. Non, pas du tout. En tout cas, je suis un petit peu perdu dans tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, s'il vous plaît. Alors, le bouton originel était sur un ganglion ou sur une glande salivaire ? Alors, pour moi, je ne sais pas, puisque comme ça a disparu, je n'avais pas consulté. Donc, pour moi, il me semblait externe, mais apparemment, il était plutôt sur une glande salivaire quand il y a eu l'ablation. Il était sur une glande salivaire. Pourquoi une antibiothérapie ? Parce qu'il y avait une bactérie ou un microbe qui avait été identifié ? Non, mais il y avait vraiment une grosse infection avec des sorties externes de pus, carrément. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, très bien. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, donc. Il y avait vraiment quelque chose d'assez conséquent quand même, oui. Très bien. Et ça, c'était de quel côté ? Gauche. Côté gauche, voilà. Donc tout ce qui se passe effectivement à ce niveau-là, au niveau du maxillaire, de ce qu'est la mâchoire, bien sûr que ça parle de 2 choses. Ça parle de l'expression. D'ailleurs, quand on s'interdit l'expression, comment on dit qu'on serre les dents.
Et la deuxième des choses, c'est ça parle aussi, bien sûr, puisque c'est la mâchoire, ça sert à ce qu'on va avaler, accepter de déglutir. Donc on est véritablement complètement dans ce schéma d'expression qu'on évoquait tout à l'heure. Le fait qu'il y ait quelque chose qui soit infectieux, qui soit un bouton qui soit là, signifie sans doute qu'il y avait un agresseur extérieur, donc quelque chose qui vous infectait, un vécu sans doute de nécessité à répondre à une situation externe qui vous contraignait à serrer les dents et qui sans doute devait gêner une expression quelle qu'elle soit. Avec le fait sans doute, bien entendu, que après ça a des conséquences sur la manière avec laquelle vous vous positionnez et vous agissez. Là, on est sur le champ de l'explication psycho-énergétique et symbolique. Sur le plan du mécanique, c'est très basique et simple. On a au niveau du visage qui émergent au niveau de la colonne cervicale, ce qu'on appelle des nerfs faciaux. Ils sont au nombre de 12. Il y en a certains qui vont vers les mâchoires, vers les maxillaires, d'autres qui vont vers les yeux, vers les tempes, enfin, etc. Ce sont d'ailleurs des terminaisons nerveuses sur lesquelles il peut y avoir de temps en temps des problèmes de type zona ou autre. Et ces nerfs faciaux sont des nerfs qui ont des incidences, bien sûr, sur tout ce qui va être les ressentis au niveau du visage. Donc, on peut avoir une douleur qui se manifeste au niveau du visage et qui soit simplement liée à une compression au niveau cervical. Quand vous avez, mécaniquement parlant, quelque chose qui, comme ce bouton infectieux, douloureux, etc., qui est présent et qui est présent un certain temps, eh bien, ça génère ce qu'on appelle des réflexes posturaux-antalgiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une position de tête et de nuque qui va essayer de limiter le ressenti et le vécu douloureux. Vous avez donc inconsciemment, imperceptiblement, dû incliner plus ou moins la tête vers la gauche ou vers la droite pour essayer de vous libérer un petit peu de ce champ douloureux. Ça a des conséquences à ce moment-là sur les terminaisons nerveuses qui elles-mêmes descendent au niveau du plexus cervical vers les épaules et vers les bras et donc se retrouver avec ces différentes incidences que vous avez au niveau des ressentis d'épaule, etc. Faire le lien avec les clavicules, je pense qu'il y a eu un temps décalé dans l'histoire. C'était du même côté, les clavicules ? Oui. Et donc là, c'est tout le côté gauche, tout le côté gauche. Donc là, comme on est véritablement dans cette dominante du côté gauche, effectivement, j'aurais envie de poser des questions qui tourneraient autour de quels sont a priori pour vous les interdits paternels fantasmés ou réels qui vous ont empêché, pensez-vous, dans votre vie, de faire un certain nombre de choses. Pas forcément les interdits, mais disons que j'ai un peu vécu sur un chemin qui était le chemin très très conformiste. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'était pas mon chemin. Donc oui, c'est ça. Donc les interdits à être vous-même, ou si vous voulez, qui étaient cachés derrière des injonctions à être autre chose que ce que vous pourriez être. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'étais pas moi-même. Enfin, je découvre que j'ai pas fait le chemin que j'aurais dû faire. Je le découvre seulement à l'âge que j'ai aujourd'hui, 54 ans. Donc, et alors, est-ce que c'est trop tard ? Je pense pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, qui sont établies. Donc, oui. C'est pas évident. Qu'est-ce qui est pas évident ? On admet certaines choses, mais après, pour pouvoir les changer, même progressivement, ça prend du temps. Il y a certaines choses qui sont pas souvent possibles non plus. En tout cas, ça demande à dépasser les interdits et à prendre des décisions. Mais souvent, bien entendu, quand on est dans des situations ou des schémas comme ça, tout ce que l'on voit, c'est le risque, c'est la tension, c'est la crainte, c'est parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui sont autour sont habitués aux personnages que nous sommes et pourraient être perturbés par celui que nous aurions envie d'être. Et puis quand même, il faut le reconnaître, Michel Odoul, c'est plus facile d'être rebelle à 18 ans qu'à 50 ans. Non, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Certes, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est oui, plus, mais ça, c'est une fausse... J'entends bien, moi qui suis toujours rebelle, j'entends bien, voilà. Mais on peut comprendre, et c'est ça que je veux dire à Jean-Marc, c'est que ce que vous n'avez pas osé parce que vous n'en étiez pas réellement conscient, là, vous en êtes conscient, donc il faut oser, quoi. Et à 50 ans, on a des moyens qu'on n'avait pas. À 50 ans, on a une maturité et une intelligence qui fait qu'on ne commettra pas les erreurs qu'on fait à 18 ans par réaction. Parce que souvent, à 18 ans, on va faire des choix de vie, non pas et parfois, on est rebelle à tort, on est bien d'accord. Ouais. Et alors qu'à 50 ans, on a eu le temps de poser les choses. Et la responsabilité que vous montrez en vous disant « c'est pas simple et c'est pas facile » est une excellente chose parce qu'elle vous évite de faire n'importe quoi.
mais elle n'est absolument pas destinée à vous interdire de prendre des décisions et à mettre en place ce qui convient. Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, des changements de vie qu'on peut faire peuvent apporter le mieux à tout le monde qui sont autour. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où... j'en parle avec d'autant plus de facilité. Vous savez que moi, j'ai mis dans ma propre vie des changements assez radicaux par rapport à ce que j'étais et ce que j'avais mis en place et tout ce que la société pouvait projeter autour de ce que j'étais dans ma vie et dans mon rôle pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et que de ce schéma de vie-là, eh bien, tous ceux qui étaient autour, finalement, tous ont finalement été OK. Dans un premier temps, tout le monde a peur face à l'inconnu et au changement. Et aller dans l'inconnu, la fleur au fusil, ça serait une erreur. Et la force que vous avez, justement, à l'âge qui est le vôtre, c'est que vous êtes capable de poser quelques équations et de faire des choix qui vont faire que non pas le changement va être mis de côté, mais qui va juste être adapté, régulier, temporellement, matériellement, organisationnellement, pour faire qu'il se passe dans les meilleures des conditions. Mmh. Ça va libérer vos épaules. Hein. Oui, d'accord. C'est pas simple. Il y a beaucoup d'équations à résoudre, mais oui, bien sûr. tous les paramètres en même temps. Ouais. Mais Jean-Marc, rien n'est simple. On peut toujours rester dans une vie qui n'est pas la nôtre. C'est peut-être plus simple, mais c'est plus douloureux. J'ai déjà opéré quelques changements. Alors. Est-ce que ça a été si difficile ? Non, c'est pas difficile, mais je crois que le plus difficile, c'est le regard qu'on a l'impression d'avoir sur le reste par rapport au reste de la société. Alors ça, Jean-Marc, d'abord, il faut avoir beaucoup d'indulgence pour soi. On fait ce qu'on peut. Chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Et puis alors le regard de la société, ça, il faut s'en libérer une bonne fois pour toutes. Hein. Oui, c'est vrai, mais vous savez que la différence dans notre société, elle est souvent très remarquée. Donc, être différent et faire des choix différents, c'est souvent, très souvent, mal accepté. Mais j'en parlais tout à l'heure. Oui, mais j'en parlais tout à l'heure de ça. Mais justement, ça signe très précisément que s'il y a une telle contrainte à la conformité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu par rapport à la première autorité qui nous en a donné. Vous avez des enfants ? Oui, 4. Ils font partie de ce qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas vous permettre le changement ? Pas pour leur bien matériel, mais pour leur leur existence quelque part, d'avoir de pas être dans la norme. Pour eux, ça sera plus compliqué parce qu'ils sont. Qu'est-ce que vous en savez ? Mais oui, mais est-ce que vous avez entendu ce que vous avez demandé, Brigitte ? Oui, c'est vrai. Ne projetez pas l'enfant que vous avez été sur vos enfants, hein. Attention. Et puis c'est votre vie, hein, et ils vont faire la leur. Vous savez, les changements qui posent véritablement problème aux autres sont les changements qui sont faits quand on est poussé au bout et qu'on ne peut pas faire autrement, et à ce moment-là, ils se font de façon brutale. C'est ceux-là qui peuvent générer des problèmes. S'ils sont pris en main et qu'ils sont décidés et organisés, ils ne posent jamais ces problèmes-là. Les seuls à qui ils posent problème dans ces moments-là, c'est tous ceux qui auraient voulu faire comme nous et qui ne l'ont pas osé. D'accord. Et là, les critiques de ces gens-là, ce sont les meilleurs des compliments. D'accord. Bon, c'est réconfortant. Merci Jean-Marc, en tout cas, merci beaucoup. Et je suis sûre que ça va faire son chemin. Comme on dit, hein, on plante les petites graines, après c'est à vous d'arroser. Hein, mais oui, c'est ce que dit Coelho, que chacun est vers sa légende personnelle. Oui, absolument. Merci beaucoup Jean-Marc. On fait une petite pause, on retrouve Nathalie dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. On continue à explorer cette zone ORL avec Michel Odoul qui est avec nous et on retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Et merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Bonjour. Donc vous avez des sinusites, hein, c'est ça ? Voilà, j'ai des sinusites à répétition, beaucoup de migraines, en raison de 2 à 3 par mois. Bon, petite, j'avais beaucoup de bronchite asthmatifore, après j'ai eu pas mal d'angines. Adolescente, beaucoup de maux de tête. Là, dernièrement, j'ai eu des abcès de la bouche.
J'ai très souvent des migraines et puis dernièrement je me suis fait arracher une dent, j'avais 3 abcès à la bouche et j'ai fini par une pneumonie, donc c'est souvent il y a beaucoup de terrains infectieux, il me semble. Ah ben manifestement vous faites bien les choses, hein. Voilà. Bon, quelle est la question? Eh ben, la question, qu'est-ce qu'il y a à faire pour éviter, je sais pas, toute cette infection, d'où ça vient. Parce que, bon, on m'avait diagnostiqué, je vous ai déjà appelé, on m'avait diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante qui a été revue, on ne sait pas trop si je l'ai ou pas finalement. Il y a un terrain infectieux, ça c'est sûr. Mais pas infectieux, inflammatoire, je veux dire. Ah oui, voilà. Voilà, il y a un terrain inflammatoire, j'ai pas d'immunité apparemment, parce que dès que je me fais arracher une dent ou autre, ça dégénère, ça se passe très mal. Mais après, je sais plus que faire parce que bon, on m'a fait plein de traitements par rapport aux inflammations, il n'y a rien qui a fonctionné, enfin si, la cortisone, mais bon, j'ai pas pu continuer à en prendre. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour... posez peut-être un peu mieux vos limites déjà, Nathalie. Oui. Mes limites. Ben oui, vos limites. C'est-à-dire. Mais je dis ça. Est-ce que vous savez poser vos limites vis-à-vis des autres, par exemple? Pas trop. Oui. Vous voyez bien que quelque part, vous êtes envahi, si je puis dire, de plein de choses. Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux dans ce que vous nous racontez, exprimez comme souffrance physique. La spondylarthrite ankylosante, c'est quelque chose qui, si on veut être extrêmement trivial, qui signe la difficulté à se tenir debout et droit entre ces 2 points d'appui que sont les 2 hanches. Donc ça signe la difficulté à se construire par rapport aux référentiels fondamentaux que les parents ont pu donner, à tort ou à raison, et sans mettre en cause ses parents, quels que soient je parle des vécus qui ont été les vôtres, la façon dont ils ont été ressentis. En tout cas, il y a eu du mal, et ça fait mal à se tenir droit, et ça fait mal à faire face à ce monde extérieur. On a de la difficulté, par le fait de la tenue qui est la sienne droite, à se protéger, à se défendre par rapport à ce monde extérieur. L'autre composante de la spondylarthrite, c'est qu'il y a une composante auto-immune. Et on voit que donc le système immunitaire, de ce fait-là, c'est un petit peu déparamétré. Vous retrouvez au point d'en aller jusqu'à l'agression même sur les propres cellules du corps. On avait éventuellement, il me semble, effectivement, la fois où vous aviez appelé, j'avais posé la question de dire, mais vous êtes sûr qui vous a fait ce diagnostic de spondylarthrite? Parce qu'un certain nombre de choses que vous disiez ne semblaient pas correspondre à ça. Donc je vous avais dit, revoyez avec votre rhumatologue, ou etc. Mais moi, ça me semble assez étonnant. Quand je vois maintenant les éléments que vous amenez là, il y a effectivement la signature d'un système immunitaire qui non pas est en excitation et en excès, mais qui est un peu en fragilité. La raison pour laquelle vous avez effectivement, dès qu'il y a quelque chose, une infection qui apparaît tout de suite. C'est ça. La troisième des infos qui est fondamentale, c'est que a priori chez vous, tout se passe au niveau de la tête. Ouais. Et je pense que vous avez construit un rapport au monde dans lequel c'est la tête qui domine. Et notamment la tête et le cortex à un point tel que d'ailleurs vous finissez par vous prendre la tête, d'où les migraines récurrentes qui arrivent. Vous avez sans doute vécu quelque chose qui a été un vécu d'agression par ce monde extérieur, qui a sans doute été très puissant et très fort, et vous avez eu besoin d'anesthésie et de couper les ressentis. Ça, c'est ce qui se traduit dans la sphère sinus. Les sinus, c'est ce qu'on appelle les portes de l'âme. C'est la manière avec laquelle, si vous voulez, des informations très subtiles, l'odorat, c'est les premières informations et c'est les dernières informations qu'on capte du monde. Et ce sont des informations qui ont comme particularité de ne pas transiter par quoi que ce soit. Les capteurs de l'odorat sont des systèmes nerveux qui vont directement en prise avec le système limbique. Et c'est très très pénible de perdre l'odorat d'ailleurs. Ah oui. Il faut quand même le rappeler. Ça tue le volume à la vie. Ça tue le plaisir, ça tue donc ça énormément tue le goût, etc. Et on est dans ces portes de l'âme, c'est-à-dire qu'en plus, ce sont les informations de l'intime. On est dans ce qui s'appelle la sphère des sinus, et notamment dans les cas de sinusites qui peuvent être des sinusites purulentes. On est effectivement dans un vécu sans doute qui a été un vécu blessant ou tensionnel, qui a pourri le rapport à la vie, à soi et à l'intime.
Et la douleur et la souffrance a été telle qu'on a mis une chape de plomb là-dessus, et c'est ça qui se traduit par ces migraines répétitives qui arrivent et qui sont là montrer qu'il y a quelque chose qui est en train d'essayer de pousser à la porte. Il faudrait donc que vous puissiez vous faire aider pour aller travailler sur ce champ-là. Sur le plan médical, etc., vous avez l'homéopathie qui a une très bonne action au niveau de tout ce qui est sinusite, etc., etc. Après, sur le champ des migraines, il faut vous faire suivre sur le plan médical. Et puis, il faut revenir au corps, Nathalie. Il faut essayer d'abord d'aimer un peu plus votre corps et de le laisser un peu plus vibrer. Vous avez un souvenir d'agression ? Oui, j'en ai eu plusieurs. Ben oui, mais c'est pas drôle. Qui ont touché à l'intime ? Oui. Vous voyez, il faut vraiment... C'est ça qu'il faut libérer. Il faut vraiment libérer ça et c'est pas drôle. Il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas mettre une chape dessus. C'est ça qui fait mal. Il faut le cracher. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligé de parler. Mettez-le par écrit. Couchez-le sur du papier, allez-y, et après vous brûlez l'écrit, vous ne gardez pas. Ce que je crois surtout, Nathalie, c'est que vous minimisez ce qui vous est arrivé, qui est beaucoup plus, qui vous a certainement beaucoup plus abîmé que vous ne voulez l'entendre, parce que c'est une défense, c'est une défense que on connaît bien. Ne courbez pas le dos. On se dit, c'est pas si grave, je continue, j'avance, mais vous avancez avec un tel fardeau. C'est difficile d'avancer, vous comprenez ? Donc à un moment donné, il faut le regarder en face, ce fardeau, pleurer, être en colère, laisser les émotions aller fort. Exprimer, c'est-à-dire faire sortir. Il faut peut-être le faire en vous faisant aider, je ne sais pas, mais c'est ça qui va libérer un petit peu votre corps, votre tête, et qui va vous permettre d'aller un peu mieux. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Ben oui. Juste une question comme ça, purement intuitive. Est-ce que du théâtre vous plairait ? Pourquoi pas, oui. En tout cas, l'art-thérapie, c'est une bonne piste, en effet, Michel Odoul. De toute façon, l'art... théâtre, oui. Parce que là, vous pourrez cracher le morceau. Ouais, c'est vrai. Allez-y, Nathalie. Je vous assure, ça vaut le coup. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On continue avec le Love Conseil. On va parler des 4 éléments. Vous savez évidemment de quoi on parle, Michel Odoul. Nos 4 éléments, c'est une notion un peu astrologique et ce sera un éclairage un peu nouveau dans ce Love Conseil. Et puis vous pouvez continuer à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire, vous savez de quoi on parle quand on parle des 4 éléments, évidemment. On parle du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et en astrologie, évidemment, ça a beaucoup d'importance. Et c'est intéressant parce que on n'aime pas de la même manière suivant qu'on est dominé par l'un ou l'autre de ces 4 éléments. Et donc, c'est intéressant de voir quel est notre élément dominant dans notre thème et quel est celui du partenaire. Mais en même temps, je ne vais pas faire un cours d'astrologie, c'est pas le but. Je vais juste évoquer les 4 éléments et leurs besoins. Quand on est dominé par la terre, ce qui n'est pas votre cas, je sais que c'est le feu chez vous, Michel Odoul, mais chut, je ne le dis pas aux auditeurs. Bref, quand on est dans la terre, on a plutôt besoin de palper, de toucher, mais surtout aussi de se sentir en sécurité dans une relation. Et je rappelle les 3 signes de terre, la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Lorsqu'on est dans le feu, comme le Lion, le Bélier et le Sagittaire, on pense bien sûr à la passion, mais il y a aussi une envie de chaleur. On a envie que ce soit chaud au sens à la fois symbolique et réel du terme. Vous êtes d'accord avec ça ?
On n'aime pas la médiocrité, on n'aime pas tout ce qui est mesquin, tout petit. On a besoin de passion. Puis de choses directes et droites. Exactement. Quand on est dominé par l'eau, eh bien on a besoin d'émotions. On a besoin que ce soit dit, mais que ce soit dit avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, et on croit deviner, parce que c'est pas toujours le cas. On croit deviner tout ce que ressent l'autre. Je dirais presque qu'on en fait un peu trop dans ce domaine émotionnel. Alors les 3 signes d'eau, Cancer, Poisson, et voilà que j'ai un petit Cancer, Poisson, et puis Verseau. Non, ça c'est l'air. Attendez, Cancer, juillet, août, septembre, octobre. Scorpion. Oui, c'est pas étonnant d'ailleurs que j'oubliais le Scorpion, parce que c'est peut-être ce besoin d'émotion le plus tordu, si je puis dire. Et quand on est dans l'air, donc il reste les 3 signes, Verseau, Balance et Gémeaux. On est plutôt dans l'intellect. On est peut-être un peu plus dans le besoin que la parole, d'expliquer, de dire les choses, etc. Bref, tout ça pour juste vous expliquer que ce qui est important quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, c'est d'améliorer évidemment la relation affective en tenant compte de l'autre et de ce qui peut-être est nécessaire pour lui, et de peut-être ce qui nous manque nous pour pouvoir améliorer encore la relation. Et donc après, c'est facile d'imaginer que si il y a quelqu'un qui est dominé par l'air et l'autre par l'eau, c'est pas très facile, parce que l'air et l'eau ça se mélange pas si bien que ça. C'est mieux que l'eau soit avec la terre, elle va nourrir la terre, et la terre va réceptionner l'eau. Enfin bon, tout ça est assez sympathique. Et pour les mordus de symbolisme, chaque peuple de la terre, de la terre terrestre, si je puis dire, a un élément. Alors chez les occidentaux, c'est l'air. Ça surprendra personne, je pense. Chez le continent américain, c'est le feu. Notamment, on pense au Brésil avec ses rythmes endiablés. L'eau, c'est les peuples de Polynésie. Ça va pas surprendre non plus grand monde. Et la terre, c'est le continent africain, avec ses pratiques animiques notamment. Je trouve ça assez intéressant sur le plan des continents, les 4 éléments. Oui, puis c'est valable sur tout un tas de choses. Et même d'ailleurs, puisque on est dans le cadre d'une émission où on évoque des choses en lien avec le corps, ces 4 éléments, ils peuvent être mis en lien avec les tempéraments hippocratiques. Oui. Et qu'en fonction du besoin, il y a un tempérament qui répond, etc. Et que l'intérêt, si vous voulez, de cette connaissance-là, parce que souvent, c'est la même chose que l'on rencontre avec les principes taoïstes et de la médecine traditionnelle chinoise, où il n'y a pas 4 mais 5 éléments, mais on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que la connaissance de certains systèmes et de certaines structures organisatrices de la vie et du vivant, ils sont intéressants, non pas parce que ce sont des pseudo-croyances ou des déterminismes, mais parce qu'ils permettent de mieux se connaître soi et de mieux connaître l'autre. C'est des et repères, qu'à partir du moment où on connaît l'autre, on est mieux à même d'identifier ses besoins. À partir du moment où on se connaît soi-même, on est mieux à même d'identifier nos propres besoins. Si nous avons identifié nos propres besoins, nous savons ce que nous pouvons attendre de l'autre et lui demander. Si nous avons identifié les besoins de l'autre, nous savons sur quel plan nous pouvons lui répondre. Et ça facilite le quotidien à tout point de vue, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et avec les enfants, c'est tellement magnifique. Bien sûr, et c'est important parce que quand on connaît ses propres besoins, on va plus facilement pouvoir interpréter les besoins de l'autre. Sinon, on est un peu toujours dans la projection que nos propres besoins sont aussi les besoins de l'autre, et donc ça crée forcément des distorsions. Mais quand ce sont des éléments convergents et cohérents, ça pose pas de problème. Mais quand ce sont des éléments plus différenciés, ça devient problématique. Ça peut même être conflictuel. Exactement. On retrouve Karine qui a testé pour nous ce jouet, ce magnifique jouet, je dois dire. C'est un vibromasseur.g RAV 2 de la marque Wibe que l'on trouve sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Alors, bonjour. Comment pourrait-on le décrire, Karine ? Un très bel objet, un très beau jouet. Pour dire la vérité, j'avais choisi celui-là pour faire connaissance avec mon point G. Donc il est légèrement courbé pour justement bien toucher cette partie-là du vagin. Oui, et on peut le plier aussi, d'ailleurs, un peu.
Ah oui, c'est vrai. Vous avez remarqué. Oui, en effet. Donc il est légèrement courbé ou carrément presque à angle droit. Hein, oui, absolument. Il s'assoit. Il s'assoit, si je puis dire. C'est tout à fait ça. Oui, et après, la matière est très agréable aussi à toucher. Oui, c'est un très bel objet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est visiblement très très performant également, avec beaucoup de vibrations. Etc. Oui, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de programmes. Le seul truc que je pourrais dire, c'est la plus petite vibration vibre un peu fort quand même. C'est terrible, hein, pourquoi ils les mettent toujours avec une vibration forte comme ça Oui, parce que j'ai essayé toutes les vibrations et je laissais toujours vers le minimum. Et à mon goût, toujours est-il, c'était largement suffisant. Oui, mais c'est terrible, hein, comment ils sont tout le temps en train de... Ils augmentent... Oui. C'est déjà une petite critique. Bon, dommage. Oui, mais après, c'est pas une méchante critique, ça peut dépendre peut-être des personnes aussi. Oui, vous êtes peut-être plus sensible que la moyenne, on va dire ça. Voilà, peut-être. Oui. Donc voilà. Et alors, après, il fonctionne aussi à distance, avec le smartphone. Oui. Alors j'ai installé l'application, mais j'ai pas encore essayé avec l'application. Donc voilà, je l'ai installé, j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser même à l'autre bout de la Terre, quelqu'un qui pouvait le faire fonctionner si cette personne se trouve à l'autre bout de la Terre. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont séparés. Donc voilà. Après, c'est un chouette jouet. Oui, très bien. Bon, écoutez, vous me donnez sa note alors, Karine. Eh bien, je vais lui donner un 8,5, je pense. 8,5 sur 10 pour ce vibromasseur.g RAV 2 de la marque White. Oui. D'accord. Oui. Ok. Et on le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Il existe en bleu comme je l'ai là. Et il existe en rose également pour ceux qui sont plus amoureux de ces couleurs qui existent beaucoup pour les jouets. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, sur ruedesplaisirs.com, vous retrouvez tous les jouets qu'on teste tous les mardis et tous les jeudis. On continue avec Delphine qui nous a rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc, c'est la gorge aussi qui vous fait des misères, Delphine. Oui. Et alors, j'ai eu la chance... oui. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai les boules, mais j'ai bien très souvent entendu cette remarque et j'ai souvent fait l'association, j'ai souvent fait penser à la métaphore. Mais tout à l'heure, je vous écoutais là depuis le début de l'émission et j'entends... Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit souci avec Delphine. On va essayer de retrouver le contact. Pourquoi ? Oui, d'ailleurs, c'est marrant que cette expression « j'ai les boules », qu'est-ce que ça signifie, Michel Odoul ? Je crois qu'on l'a retrouvé. On a retrouvé Delphine, donc on vous redonne la parole, Delphine. Ah, c'est gentil. C'est gentil d'être venue. Quand même, j'allais pas rester si peu, c'était dommage. Ça aurait été dommage pour vous, oui. Ah oui, et puis de faire des fois à Michel Odoul, alors là, j'aurais culpabilisé. Hein. Ah là là. Il est très en colère quand on lui fait ça, vous savez. Allez-y, Delphine. Alors oui, moi, en fait, pour faire simple et efficace, j'entendais tout à l'heure donc un des témoignages, et ça m'a refait penser à mon histoire à moi. En fait, tout à l'heure, donc quand j'ai eu votre collègue en antenne, j'expliquais que moi j'appelais parce que il y a pas très longtemps, j'ai eu des problèmes de gorge qui ont été inspectés par un allergologue en fait en même temps que les poumons parce que j'étais gênée à la course, je fais du jogging, j'étais gênée à la course. Et il y avait un léger petit problème d'asthme et pour ce problème de gorge, il m'a envoyé voir un ORL et chose étonnante, l'ORL au moment de la visite, me dit non, au niveau ORL, tout se passe bien. En revanche, je pense que c'est au niveau de l'estomac que ça se passe pas bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc il m'expliquait qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que l'acidité, en fait, qui peut être dégagée au niveau de l'estomac, le reflux acide peut faire qu'on a des maux de gorge. Et il m'a mis sous oméprazole. Non, oméprazole, pardon, je me trompe. Et l'oméprazole, en fait, tous les matins, a calmé les maux de gorge. Sauf qu'il y a 3 semaines, l'ordonnance étant terminée, mon médecin généraliste l'a renouvelée, mais avec un dosage moindre. Et là, je reprends mal à la gorge. Alors, je me dis, bizarrement, c'est peut-être mécanique, mais tout ça, ça pose question. Bien sûr.
Et en entendant le témoignage de tout à l'heure, je recroise. Donc, une des dames qui a témoigné, j'ai oublié son prénom, disait que dès toute petite, la sphère ORL avait toujours été un problème. Moi, effectivement, ça a été le cas. Je suis née prématurée, j'ai eu une coqueluche. Et à la suite de quoi, de 3 à 10 ans, j'ai tout le temps eu angine. On m'a enlevé les amygdales parce que je me souviens même l'ORL avait dit non mais vous avez pas des amygdales, vous avez des éponges. D'ailleurs en disant le mot éponge, je recroise avec un truc qu'on m'a dit plus tard par rapport à mon mode relationnel, voyez-vous. Et voilà, tout ça mis bout à bout, je me dis que certainement vous allez pouvoir m'aider à gérer ces problèmes de gorge. Mais vous n'avez pas de problème de gorge? Non, j'ai un problème de moi. Vous avez un problème d'estomac? Oui. C'est-à-dire que l'expression et la manifestation, c'est à travers l'irritation et l'acidité qui arrivent au niveau de la gorge, parce que c'est ce que vous a dit cette ORL est tout à fait exact, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, normalement. Il y a même en acupuncture, donc ça date de quelques milliers d'années, un des premiers points qu'on utilise pour traiter notamment les aigreurs à la gorge, les toux, à certains moments, notamment au coucher ou etc., en utilisant des points du méridien d'acupuncture de l'estomac. Donc ce lien avec l'estomac et la gorge, il y a une remontée au niveau de l'œsophage qui se situe à très grande proximité avec le larynx, avec la trachée artère, et qui va permettre de comprendre comment de l'acidité gastrique qui remonte va pouvoir générer une espèce d'agression au niveau de la sphère haute de la trachée, et qui va générer ces maux de gorge, et qui va générer une sorte d'irritation, un petit peu comme si vous vous mettiez de l'acide chlorhydrique sur la main, parce qu'il faut savoir que l'estomac est capable de sécréter même de l'acide chlorhydrique. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a manifestement au niveau de votre gorge quelque chose qui est irrité et qui signe qu'il y a une difficulté à exprimer sans doute quelque chose, mais dont l'origine et la cause se situent au niveau de la sphère digestive. Et dans la sphère digestive, l'estomac, c'est ce qui nous permet de gérer la matière, et l'acidité, c'est ce qui parle du foie et de la vésicule biliaire, c'est-à-dire de l'émotion de la colère. Et donc, il y a sans doute dans le champ organisationnel de votre vie et la manière avec laquelle peut-être vous avez pu l'organiser et la gérer, quelque chose qui vous est resté sur l'estomac et qui vous irrite profondément, et qui, dans le temps d'aujourd'hui, commence à remonter, et le reflux actuel est sans doute en résonance avec des rappels de mémoire de ce que vous avez vécu déjà plus tôt. Mais clairement, l'injustice, c'est quelque chose que j'ai fréquenté trop souvent et que j'ai réprimé trop longtemps, que j'ai pas exprimé. En tout cas, c'est la colère que vous avez réprimée très longtemps. C'est pas l'injustice. C'est la colère. Vous n'avez pas su justement faire circuler cette colère et l'exprimer parce que vous avez subi l'injustice. Oui. Il n'est jamais trop tard, hein, Delphine. Non. Vous avez l'impression d'avoir été castrée de quelque chose? En termes de relations, il y a eu... oui, en termes de relations, très tôt, ouais. En termes de projet de vie? Non, en termes de relations, vraiment. D'accord. En termes de projet de vie, ouais, aussi, professionnel surtout. C'est de ça dont on parle avec l'estomac. Ah voilà, en termes de projet de vie professionnel, c'est sûr. Il y a eu de toute façon, vous savez, à une époque, dans les années 90, il y avait des conseillers d'éducation dans les collèges qui faisaient un métier remarquable, qui était de dire aux parents votre enfant a des capacités intellectuelles, faites-lui faire des études. Sans se poser d'autres questions et surtout sans... alors, après, je juge pas, mais c'est une observation, sans surtout que les parents... moi, j'étais dans... Il ne faut pas juger, certes, mais vous avez le droit d'être en colère. C'est ça. Et il y a eu deux choses, en fait, qui m'ont mis surtout très en colère. Surtout qu'en jugeant, vous prenez le risque d'être injuste. Oui, je voudrais pas. Faudrait quand même pas. Oui. Non, mais il y a cette remarque, voilà, votre fille a des capacités, alors faut lui faire des études, et puis aucune remise en question du diagnostic, quoi. C'est-à-dire la figure d'autorité a parlé, donc là il y a eu quelque chose, par rapport à mes parents, qui a été la figure d'autorité a parlé, donc personne va contre ça, et tu vas faire ce qu'on te dit, quoi. Et c'est toujours pas digéré. Non. Mais sauf que ces derniers temps, vous avez dû revivre une contrainte qui rentre en résonance avec ça et qui a fait remonter le reflux. Complètement. Eh bien voilà, il vous reste... Il vous reste à vous mettre en colère et comme ça vous allez avaler les deux boules qui vous pathologie favorite des hommes d'affaires, vous savez, c'est l'ulcère à l'estomac.
Ouais, je vais essayer. Alors, j'ai pas l'intention de me transformer en femme d'affaires, mais par contre, je me dis que la colère, si on y prête attention, parce que ça m'est arrivé de l'écouter, on peut en faire une belle énergie. Donc, mais évidemment. Et puis, vous savez, plutôt que de prendre, alors les antiacides au niveau de l'estomac, c'est très bien, etc. Mais allez voir un praticien shiatsu, faites-vous repositionner certaines vertèbres dorsales. Faites-vous faire un travail sur le méridien de l'estomac et vous allez voir que cette acidité va un petit peu se calmer, surtout si, comme vous avez l'air de l'avoir entendu, vous allez accueillir un peu la colère et la laisser s'exprimer. À partir de ce moment-là, il y a de fortes chances que l'acidité se tempère, se calme, voire disparaisse. Et à partir de ce moment-là, que vous n'ayez plus ces aigreurs au niveau de la gorge et ces choses en travers. Ah bien, je vous avoue que le médicamenté, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, donc je préfère largement faire ce genre avoir recours à ce type de pratique. Je vais chercher autour de moi. Oui, mais voilà, regardez, si vous cherchez un praticien, vous allez sur le site de mon institut, vous trouverez des gens que je référence, mais ça ne veut pas dire pour autant, vous savez, le médicament, il a l'intérêt de pouvoir agir vite et de servir quand même à arrêter un état de crise, et donc il a son rôle, mais dans la mesure où après vous savez gérer les choses par vous-même, et bien sûr que c'est beaucoup mieux. C'est une évidence. Je crois que vous avez compris de toute façon, Delphine. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci. On continue dans un instant avec Valérie. On va conclure même déjà. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul, toujours avec nous. On évoque donc la zone ORL, et c'est bien parce qu'on va conclure avec vous, Valérie, et je crois qu'on va parler des otites, ce dont on n'a pas tellement parlé depuis le début. Donc c'est très bien, on va avoir à peu près tout passé en revue. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, moi j'avais une petite question évidemment pour Michel. Pour avoir fait des angines blanches à répétition en étant petite, puis une greffe de tympan sur l'âge de 30 ans, là où j'ai eu une ablation des amygdales, avec quand même un terrain fragilisé au niveau de la sphère ORL. Est-ce que ça pourrait traduire sur quoi je pourrais aller pour essayer d'améliorer ces problèmes-là? J'ai besoin, oui, d'être éclairée en fait. Mais vous avez déjà trouvé une première piste? C'est en appelant aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la réponse n'arrive que si on se permet de poser la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer effectivement à chercher, il y a des chances qu'il y ait des éléments de réponse qui vous arrivent et que vous allez pouvoir les organiser à votre manière. Tant qu'on ne se pose pas la question et qu'on se dit c'est pas de chance, c'est la vie, oui, on reste... Pourquoi pas d'ailleurs, il n'y a pas à juger. Mais il y a peu de chances qu'on change les choses. Mais en effet, on va continuer à subir, tout simplement. Tandis que là, comme vous dites, Michel Odoul, Valérie appelle. Et donc, je crois que si on veut reposer le schéma d'ensemble, il faut savoir qu'au niveau de la tête, c'est là où l'être humain retrouve les 5 sens qui sont les siens. Et les sens, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde extérieur. Et de l'identifier, de le catégoriser, de le mémoriser, de le sentir, de le ressentir, etc. Nous avons les yeux qui nous permettent de voir, nous avons les oreilles qui nous permettent d'entendre, nous avons le nez qui nous permet de sentir, nous avons la bouche qui nous permet de percevoir le goût, d'apprécier les saveurs des choses, et nous avons la peau qui, à travers le toucher, nous permet de nous informer des éléments du monde extérieur agressants ou au contraire agréables. D'accord. Oui. Jusqu'à l'enfant présent, oui. fait des pathologies sur chacun de ses 5 sens pendant son temps de croissance. Chaque fois qu'il est confronté à une phase évolutive dans sa vie, il va mettre en place des pathologies qui vont lui permettre de construire une immunité qui va aller dans le sens dont il a besoin. Il aura des aftes dans la bouche quand il a un certain nombre de choses dont il n'a pas envie de se nourrir dans la phase de vie dans laquelle il est. Il aura des sinusites ou le nez qui se bouche lorsqu'il y a des choses qu'il ne peut pas sentir dans la vie qu'est la sienne.
Il aura de la conjonctivite ou des allergies au niveau des yeux ou des petits orgelets lorsque les choses qui lui sont données à voir ne le satisfont pas. Et il aura des problématiques d'otite lorsque ce qu'il entend le pose problème, le perturbe, et etc. Et à travers ces manifestations, on construit son immunité. Et tout ça se retrouve à un moment donné à un carrefour informationnel qui est celui qui va permettre aux choses de rentrer ou de sortir. Et où là, nous avons deux agents fondamentaux qui sont les deux amygdales. À l'entrée de tous les sanctuaires ou tous les temples au Japon, par exemple, ou dans les temples taoïstes, vous avez toujours deux espèces de gardiens qui ont des têtes un peu de gorgones ou de démons comme ça, un peu comme sont les amygdales, et qui sont les piliers de protection de ce qui rentre. Et là, vous avez sans doute vécu des choses dans lesquelles vous avez eu du mal à constituer cette immunité. Et cette immunité, quand elle se traduit par des inflammations au niveau des amygdales, bien entendu, va après se traduire au niveau des tubes qui s'appellent les trompes d'Eustache, qui vont aller dans l'oreille, et ça peut générer des problématiques d'otite, etc. Il y a donc sans doute pour vous, très globalement, pour faire schématique, le besoin de donner un sens qui soit un sens non plus de difficulté ou de tension des vécus que vous avez rencontrés, mais dans quelle mesure tous les vécus qui ont été les vôtres ont constitué une force qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez porter un regard qui soit plus juste sur votre quotidien et sur votre vie. Oui, justement. Bon, ça a l'air de vous parler, tout ça, Valérie. Évidemment, Brigitte, oui, mais voilà, quel sens, effectivement, après tout ça, après tout ce vécu, comme Michel l'a si bien décrit. Oui. Ce vécu, il appartient à ce qui vous a constitué, qui s'appelle aussi votre passé. Mais je le dis très souvent, quand on se casse un os et que le cal osseux cicatrise, eh bien, à cet endroit-là, l'os est plus solide que tout le reste ailleurs. C'est-à-dire que les vécus qui sont les vôtres, même s'ils ont été douloureux, à partir du moment où ils sont cicatrisés, ils ont constitué de la solidité, de la force. Je ne sais plus qui avait dit « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et vous êtes aujourd'hui dans une phase de votre vie dans laquelle c'est devant qu'il faut regarder et qu'il faut capitaliser la force de tout ce que vous avez vécu et que vous savez, de toutes les choses que vous avez pu dépasser, et de mettre ça en place pour vous permettre aujourd'hui de faire quelque chose de votre existence qui soit quelque chose qui vous satisfasse. J'aurais envie, juste pour conclure, puisqu'on est vraiment en fin d'émission, Valérie, et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, on est toujours en vie, on a traversé des choses difficiles. Si on est toujours en vie, c'est que ça vaut le coup de continuer, et ça veut dire aussi qu'on a été capable de le surmonter. Ah oui, puis que la mission n'est pas terminée. Exactement. Et puis, parfois, il faut accepter de reconnaître à quel point ça nous a blessés, à quel point ça nous a fait souffrir, et à partir de ce moment-là, on peut vraiment se poser sur cette souffrance et en faire quelque chose de plus grand. Merci beaucoup, Valérie. Merci vraiment, Michel Odoul, comme toujours. Ça nous permet à tous d'avancer justement sur ce qu'on a vécu et d'aller plus loin encore. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Christophe Médicis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on va tordre le cou à notre saboteur. Il y a du boulot là aussi. Il y a du travail là. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.